Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Extalk, le podcast où le droit sort de son cadre habituel. Pour ce premier épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Huchet, enchanté, Enchanté également. un homme aux multiples casquettes, juriste, entrepreneur, diplomate ainsi qu'écrivain. C'est un homme qui a beaucoup voyagé dans le monde entier, qui a créé des startups très innovantes et aujourd'hui il est venu nous parler de sa vision innovante du droit. Un droit progressif et un droit tourné vers le futur. Donc merci d'être là Emmanuel encore une fois. Plaisir de faire ta connaissance. Et bienvenue dans Nexttalk. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu peux décrire ta carrière un peu en quelques mots? Parce que tu as un parcours assez hybride, on va dire, enfin, très atypique avec beaucoup de domaines différents. Et aussi peut-être expliquer comment le droit t'a un peu guidé dans cette carrière. Volontiers, merci beaucoup. Alors effectivement, ce que j'ai coutume de dire, c'est que le droit mène à tout à condition d'en sortir. Donc j'ai fait du droit, ça me donne une structure de base et ça m'a permis de faire différents métiers. Donc j'ai commencé par des études de droit classique en France. Je me suis spécialisé en droit international, droit de l'homme, droit humanitaire. Okay. Et puis j'ai voulu évidemment travailler dans l'international. Et un peu par hasard, concours de circonstances, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait aux affaires étrangères à Berne. Et ça m'a passionné immédiatement. Je me suis présenté, j'ai été pris pour un stage. Puis j'ai plus jamais quitté l'endroit. Je me suis accroché comme une moule à son caillou. Donc j'ai commencé par un stage de 6 mois. Okay. Ensuite, j'ai fait une mission pour le CICR au Rwanda, où le droit était aussi utile parce que, bien entendu, le droit international humanitaire est au cœur du mandat du CICR. Ensuite, je suis revenu comme stagiaire, encore une fois pour 6 mois. Finalement, il n'y avait pas de poste. Je me suis accroché. J'ai trouvé un statut de stagiaire chômeur pour vraiment pas partir. Et finalement, tout d'un coup, le hasard a bien fait les choses. Un poste s'est libéré pour être le collaborateur personnel du nouveau directeur du droit international public, qui en fait est un fribourgeois qui s'appelle Nicolas Michel. Et donc, j'ai été son collaborateur personnel. Et ensuite, j'ai fait le concours diplomatique et j'ai commencé ma carrière diplomatique. Et ensuite, comme tu l'as mentionné, je suis quelqu'un qui aime être créatif. J'ai fait du théâtre, j'aime écrire, et puis j'ai donc créé une start-up qui s'appelle CVD. Et à chaque fois, le droit m'a été utile, que ce soit dans la rédaction des contrats, que ce soit dans par exemple, très simplement, la protection des données, le droit à l'image, puisque je travaille avec la vidéo, avec l'application CVD. Évidemment. Donc tous ces éléments-là amènent au droit, et le droit m'a toujours été utile à travers l'ensemble de mes activités. Okay. Et quelle est un peu cette motivation du droit? Parce que d'abord, du coup, tu as un peu plutôt une tendance vers le droit international, droit européen, etc. Et après, du coup, est-ce que cette connaissance en droit t'a quand même aidé dans l'entrepreneuriat? Genre, est-ce que le droit de manière globale peut vraiment mener à beaucoup de chemins différents ou est-ce que c'est une manière plus rigide de voir la chose? Je pense que ça aide sur le fond et sur la forme. La forme, j'entends par là, le droit, ça amène une structure de pensée et qui est utile dans quelques métiers que l'on exerce. Et c'est vrai que pour créer CVD, il fallait passer certaines étapes. Tout simplement, déjà pour commencer, il fallait créer un statut juridique. Et puis, c'était quand même utile d'être juriste pour comprendre de quoi on parlait. Et ensuite aussi, ça permet de structurer la pensée quand on s'organise pour développer l'application ou développer le projet. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. La manière structurée de penser est quelque chose qui est toujours dans la vie. C'est ultra important. Et puis, je pense que finalement, le droit, c'est aussi une forme de boussole. On vit dans un monde qui est brinque-ballé, on va dire quand même ça. On regarde beaucoup de contextes, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Proche-Orient, où franchement, les choses vont dans une direction qui n'est pas positive. Et dans tous ces contextes-là, je pense qu'il est important de garder une boussole. Et le droit international, finalement, est une boussole qui est très utile dans ce genre de contexte, évidemment en particulier le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Mais tu penses dans le contexte actuel, le droit international, vu justement des différents conflits, est-ce qu'on peut voir que son application, elle commence à être un peu réduite? Est-ce qu'elle est bientôt peut-être dénuée de sens? Ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'elle va de plus en plus prendre de valeur et de plus en plus prendre d'importance dans le contexte conflictuel actuel? Je ne peux pas dire ce que réserve l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que le droit international humanitaire existe depuis bien longtemps. Les droits de l'homme un peu moins longtemps, mais néanmoins, on constate qu'à travers le monde, ces corpus de droits sont régulièrement violés et même massivement dans certains contextes. Donc, ce n'est pas parce que le droit n'est pas respecté qu'il n'a perdu de sa valeur. Comme je le dis, au contraire, je pense que c'est une boussole à laquelle il faut s'attacher. Et il faut quand même le constater, la plupart des pays du monde continuent à s'attacher à cette boussole. En tout cas, la Suisse et ses États like-minded ont toujours comme boussole le droit international humanitaire, les droits de l'homme, et continuent à le défendre à travers le monde. Oui, d'accord. Du coup, pour retourner un peu vers ta carrière à toi, le droit, du coup, vraiment, ça t'a permis d'avoir plein de portes différentes. Okay, certains disent même que, justement, tu as un parcours très atypique, car entrepreneuriat et droit, pour beaucoup de gens, c'est un peu opposé. Et toi, comment est-ce que tu as pu un peu créer ce lien entre les deux, entre la diplomatie, d'abord juriste,
à diplomate, entrepreneur et même la politique aussi. Je suis aussi présenté aux élections du Conseil national à Fribourg en 2023, il me semble. Exactement. Ouais. Et du coup, comment est-ce que ça t'a vraiment permis d'avoir tous ces chemins? Alors, comment tu as pu tout lier? Encore une fois, le droit pour moi, je vais peut-être expliquer pourquoi le droit me paraît important. Je me souviens de mon premier cours de droit. Ok. Premier cours de droit, on nous a expliqué le droit n'est pas la justice. Ouais. Le droit, c'est pas l'éthique. Le droit n'est pas la morale. Le droit, ce sont des règles de droit qui s'appliquent pour essayer d'organiser la société. J'ai rencontré d'ailleurs à peu près au même moment André Comte-Sponville, qui est donc un philosophe français bien connu, qui a publié par exemple le Petit traité des grandes vertus et d'autres livres. J'ai eu la chance de dîner avec lui. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué. Et on a parlé justement du droit. Je lui ai dit, moi, je m'engage dans le droit, je pense que le droit est important. Et la conclusion qu'il a tirée, d'ailleurs, il m'a fait une dédicace dans un livre, qui est « Nous ne savons pas aimer, alors le droit est important ». Et je pense que finalement, c'est ça. Vivre en société, vivre ensemble, serait très facile si tout le monde pouvait s'aimer les uns et l'autre. Enfin, au sens d'agapé, si on devait faire un peu une analyse. Donc, l'amour mutuel des uns et des autres, on n'aurait pas besoin du droit, en fait. Parce qu'on serait toujours tolérant, toujours dans la bienveillance. Ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que le droit est important. Et c'est quelque chose qui a marqué l'ensemble de ma carrière. Pour commencer, bien entendu, j'ai fait du droit international public à Berne, donc c'était important d'avoir les bases de droit pour faire ça, bien sûr. Je m'occupe par exemple du droit de la neutralité, du droit des traités, des questions de reconnaissance d'État, par exemple autour de la reconnaissance du Kosovo. Donc là, il fallait vraiment connaître les règles de droit et s'assurer que le comportement de la Suisse était parfaitement correct en matière de droit international. Ensuite, je suis parti au CICR, dans un contexte difficile, le Rwanda. Et là, j'ai vu une forme de limite. Le droit, là aussi, était une boussole, bien entendu. La violation du droit international humanitaire des droits de l'homme avait été massive pendant le génocide. Et j'étais là 2 ans après, et je devais m'occuper de cachots et de prisons, avec des détenus qui, pour la plupart, avaient carrément participé au génocide. Et pourtant, on devait, malgré tout, dans ce contexte-là, venir avec des principes d'humanité. Et je me suis rendu compte des limites, parce que bien entendu, étant juriste, je connaissais bien l'article 3 commun aux conventions de Genève, mais maintenant je discutais avec un responsable d'un cachot, je ne peux pas donner de détails, mais je parlais régulièrement, en tout cas, au chef de la prison, au chef des cachots. Eux étaient des personnes qui avaient subi directement le génocide, par leur famille qui avait été décimée ou blessée, et puis moi je devais leur expliquer qu'évidemment il fallait respecter ces personnes, même si elles avaient commis des horreurs. Et c'était pas vraiment très facile, parce que bien sûr, me disait, j'ai moi-même subi des violations, les personnes sont là, je suis déjà bien sympathique de ne pas leur rendre l'appareil. Et puis vous demandez que je m'occupe d'eux. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que le droit aussi dans la pratique n'est pas toujours évident. Ça me rappelle aussi ce que me disait lors des premiers cours de droit, l'introduction au droit. On expliquait que finalement, une bonne règle de droit, c'est une règle qui doit être un minimum socialement accepté et qui doit avoir une utilité sociale minimale. Et j'irais même d'ailleurs plus loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant mes études, lors de mon master, j'ai fait un mémoire sur le statut des Juifs sous le régime de Vichy, parce que je pense qu'il est fondamental de voir le droit comme quelque chose qui doit servir la société, qui doit être respectueux de l'intégrité des personnes. Et donc, en étudiant le statut des Juifs sous le régime de Vichy, j'ai constaté qu'il y avait des juristes qui faisaient ce qu'on appelle du droit positif, c'est-à-dire qu'ils ne se posaient pas la question de l'horreur de cette loi, et se contentaient de l'appliquer, de l'interpréter. On a carrément des articles de 20 pages où on explique comment est-ce qu'on doit interpréter cet article 2 de la loi qui décrit ce que c'est qu'être juif. Donc c'était absolument aberrant et insupportable. Et pourtant, beaucoup de juristes ont fait du droit positif à l'époque. Donc, il est important d'aussi en sortir, c'est-à-dire que là, je vais un peu loin, mais je pense que vraiment, compte tenu de ce que j'ai vu au Rwanda, compte tenu de ce que j'ai étudié quand je faisais mon mémoire sur le statut des Juifs sous le régime de Vichy, il est important que les juristes, d'ailleurs certains l'ont fait, les juges devaient prêter serment et accepter d'appliquer ces lois, et plusieurs d'entre eux ont refusé de le faire. Ils ont bien sûr subi les conséquences, ils ont été licenciés, mais ils ont refusé de le faire parce qu'ils voyaient bien entendu que l'application positive de cette règle de droit était contraire à l'intégrité humaine, et il fallait absolument désobéir. Donc il y a une limite au droit. Et bien entendu que les dictatures dans ce monde l'utilisent aussi à mauvais escient. Donc le juriste doit avoir une conscience. C'est ça. Je dirais même, pour détourner une fameuse citation qui est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », je dirais la même chose en matière de droit. Droit sans conscience est aussi ruine de l'âme. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour les jeunes. Vous êtes étudiant et tu as tes collègues. Et on n'est pas là juste pour exécuter, on doit aussi garder une forme d'autocritique. Bien sûr que les règles,
surtout qu'en Suisse, on n'a pas ce problème, les règles sont correctes. Oui, oui. Mais dans certains contextes, il faut savoir constater que la règle ne doit pas être appliquée parce qu'elle n'est pas en adéquation avec l'intégrité des personnes. Okay. Qui m'amène à la politique aussi d'ailleurs, parce que là aussi, je me suis engagé en politique parce que je pense qu'il est important de remettre l'humain au centre. Et les règles de droit doivent servir l'humain. Et c'est pour ça que je m'engage, que ce soit d'ailleurs l'humain au sens social, c'est-à-dire on n'est tous pas égaux face à la vie, bien sûr. Et il y a un besoin de solidarité minimale. Et puis face aussi à l'environnement, l'état de la planète, il est important de faire ce qu'il faut pour garder un équilibre. Et donc c'est ces deux piliers-là qui m'ont amené à m'engager en politique. Pour revenir à votre côté humain, que je trouve très intéressant justement, et que moi je suis assez d'accord avec, comme on voit quand même une situation quand même assez très capitaliste, où c'est quand même axé vers le profit, le bénéfice, les dividendes, les actionnaires, etc. Comment est-ce qu'on peut garder en fait ce côté humain dans l'application de futures règles, alors que le centre, enfin la morale des gens est de plus en plus vers l'extrême droite. Comme là on voit en Allemagne avec la montée au pouvoir de l'AfD, la montée en pouvoir de Trump aux États-Unis, on voit vraiment que ce côté humain perd un peu, je trouve personnellement, de valeur et qu'on se tourne beaucoup plus vers le profit, vers l'argent, etc. Du coup, comment est-ce que la plupart des jeunes, ils peuvent un peu pas se révolter, mais se manifester pour garder en fait ce côté humain et garder ce qui garde notre morale, éthique et même nos valeurs les plus profondes. Bon, là, on en vient aux convictions politiques. Et moi, ma conviction politique profonde, et c'est pour ça que je suis engagé dans le centre-gauche PCS, c'est que j'estime que tout le problème ne vient pas du capitalisme en tant que tel. Ça vient du j'ai créé une entreprise. Donc, bien entendu, je ne suis pas contre le capitalisme, mais je vois l'utilité de le faire. Mais il faut que ce soit un capitalisme à visage humain. Et le problème, comme tu l'as dit, c'est que le profit est le seul critère. C'est ça. Et là, de là vient tout le problème. Et attention, quand je dis le profit, c'est le profit de certains, c'est les actionnaires. Oui. C'est pas le profit des employés. C'est ça. Donc, le vrai problème, il est simple, c'est que c'est le partage du gâteau. Et ça provoque aussi l'extrême droite. C'est-à-dire que les gens doivent travailler de toujours plus, avec des salaires plus limités, avec des avantages limités, avec toujours plus de difficultés. Donc, on tire sur la corde des employés pour pouvoir dégager du profit, pour pouvoir nourrir les actionnaires. Et tout ça est absolument faux. Et ça explique que le gâteau créé par l'entreprise est très mal réparti. Parce que sur les 100% des bénéfices créés dans l'année, il va se trouver que Fribourg, alors on va dire 84%, ça c'est en France, 84% des revenus de l'entreprise vont aux actionnaires. Oui, bien sûr. Ce qui veut donc dire que les employés qui ont généré cette richesse n'ont que des clopinettes. C'est même encore pire. C'est que pour maintenir un niveau de bénéfice chaque année, il faut bien trouver l'argent quelque part. Et la masse salariale, c'est un endroit où on peut dégager de l'argent. Donc, les employés sont les premières victimes de cette course effrénée que tu as mentionnée au bénéfice. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise avec l'idée de dire on doit avoir une logique différente. Et dès le départ, toutes les personnes qui sont actionnaires dans l'entreprise sont des personnes qui acceptent de donner de leur temps pour faire avancer l'entreprise. Donc, l'argent n'est pas au centre. On est là pour ensemble réaliser un projet positif qui va aider des personnes. Et pour ça, on est prêt à donner de sa personne. Et c'est comme ça qu'on contribue plutôt qu'avec bêtement de l'argent, même si certains aussi investissent de l'argent, bien sûr. Mais c'est surtout l'envie de travailler ensemble pour réaliser des choses. Oui, en fait, on oppose quoi? On oppose les entreprises qui essayent de générer du profit. Et puis les partis de gauche qui essayent de prendre de l'argent aux riches pour les répartir. En fait, ça ne permet pas de trouver un chemin qui soit viable. Donc, j'en reviens à cette idée de capitalisme à visage humain. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, quand on va commencer à embaucher des gens, on va répartir le gâteau de manière correcte. Ça commence par une chose très simple. Chaque employé est actionnaire de facto. Donc, le bénéfice est partagé obligatoirement avec tous les employés. Je ne suis pas le seul à faire ça, il y a d'autres entreprises qui font ça. Mais je pense que de plus en plus, il faut amener ça. Et les jeunes auront certainement plus envie de travailler dans une entreprise comme la nôtre, qui les prend à bord, qui les responsabilise, qui leur donne une partie de l'action, plutôt que quelqu'un qui leur donne juste un salaire pour les exploiter. Deuxièmement, on veut créer des conditions sociales qui permettent un équilibre de vie. Et c'est pour ça que les gens se tournent vers l'extrême droite, parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils sont vraiment traités de plus en plus difficilement, et donc ils sont désespérés parce que leur vie est vraiment dure. Donc comme ils constatent que les hommes politiques n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, ils sont désespérés, ils se tournent vers la droite. C'est ça. Voilà. Et enfin, la droite, pas la droite, mais l'extrême droite, les solutions... on en revient à la discussion de départ, qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas respectueux des êtres humains, parce qu'ils sont désespérés. Et c'est pour ça qu'on a des phénomènes comme Trump. Parce qu'aux États-Unis, il faut bien voir qu'il y a un appauvrissement de la population hallucinant. J'étais à New York il y a plusieurs années, et récemment un ami y est retourné, il m'a dit c'est juste terrible. Il y a vraiment un niveau de pauvreté, ce qu'on appelle les working poor sont de plus en plus nombreux. Les gens doivent faire 2 ou 3 travails pour à peine survivre. Donc évidemment, ces gens sont désespérés.
les politiciens ne répondent pas aux besoins, eh ben, ils se tournent vers l'extrême C'est droite. ça. Et c'est le même phénomène en Europe. Et donc, il faut que la solution ne va pas venir de l'extérieur du capitalisme, c'est seulement de l'intérieur. Donc, il faut créer des entreprises qui fonctionnent bien et qui amènent un nouveau modèle et qui vont obliger les autres à suivre ce modèle. Parce qu'il n'y a aucun employé qui aura envie de travailler dans une entreprise qui les exploite. Ils préfèrent venir travailler dans des entreprises comme la nôtre où vous êtes actionnaire d'emblée, vous allez travailler 4 jours payés 5, vous allez avoir un équilibre de travail-famille superbe. Et donc, les gens vont être plus motivés, vont amener plus heureux et vont amener de meilleurs résultats. Tout ça va permettre de créer un cercle vertueux. Mais donc, s'opposer au capitalisme en disant oui, alors il faut prendre l'argent puis le répartir, c'est pas ça. Il faut prendre la responsabilité. Il faut que les créateurs d'entreprises amènent cette nouvelle façon de faire. Et par capillarité, par mimétisme, on aura, parce que c'est la loi du marché, sans employés, on va pas pouvoir faire tourner une entreprise. Et si les employés veulent ce modèle, les entreprises n'auront pas de choix que d'avoir un modèle qui soit plus socialement responsable et qui soit plus responsable du point de vue de l'environnement également. Ça, c'est un deuxième aspect très important pour moi. Donc l'entreprise doit être neutre en carbone, elle doit absolument être très consciente de ce qu'elle fait sur le plan de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui aussi, je pense, répond aux préoccupations des nouvelles générations à juste titre, parce que franchement, on a fait un très mauvais boulot, la planète est en train de mourir, on est responsable de ça. Donc il faut que votre génération arrive à inverser la tendance. Et je suis intimement convaincu qu'on peut le faire, sinon je ne m'engagerai pas en politique, je ne ferai pas cette entreprise et je ne continuerai pas à croire en quoi je crois. Non. En tout cas, très intéressant de vraiment voter. Parce qu'actuellement, la plupart des gens, justement, ils pensent gauche, droite, de très noir et blanche. Bien sûr. Alors que dans la vie, comme vous l'avez dit, c'est assez gris. C'est pas, enfin, il n'y a pas de bipolarité, il n'y a pas de conflit. Et moi, je trouve ça intéressant de dire que, à la place d'aller à l'encontre du capitalisme, par le capitalisme, comme une plante, en fait, qui sème une graine dans la forêt, on crée justement une nouvelle espèce, une nouvelle ère. C'est intéressant comme analyse. Après, moi, justement, je trouve que c'est un peu lié à un autre souci qu'actuellement, on voit que la plupart des jeunes, ils ne votent pas, malheureusement. On voit la plupart des jeunes entre 18 et 25 ans, c'est les pourcentages les plus bas de vote. Et la plupart des votes, ils sont par les personnes plus âgées, 50, 60. Et comme vous avez dit vous, c'est cette génération qui a du coup créé cette écologie du coup qui est très mal, l'environnement, le monde, etc. Mais comment est-ce que vous pensez est une bonne solution pour sensibiliser plus les jeunes à voter, à se réveiller? Est-ce que peut-être réduire l'âge des votations à 16 ans peut être une option? Ou peut-être vulgariser, comme vous avez dit, la votation à travers TikTok, YouTube, ou avoir d'autres approches, et pas seulement par courrier, mais je sais pas, voter en ligne ou voter de manière plus accessible à tous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ou pas? Excellent. Ce que vous avez dit, c'est exactement ce que je pense qu'il faut faire. Il faut baisser l'âge du vote pour que les gens se sentent plus concernés, plus jeunes. Deuxièmement, il faut aussi qu'il y ait des candidats de votre âge. C'est ça aussi. Et pour ça, il faut les intéresser. Et pour les intéresser, il faut aussi passer par les moyens modernes de communication, TikTok, Instagram et autres. Je dirais pas Facebook, ça c'est pour les vieux. Oui. Et donc ça, c'est évidemment fondamental, mais ça doit pas être populiste. Ça doit être de nouveau, comme on a mentionné le capitalisme, essayer d'amener à travers ces réseaux sociaux, qui peuvent être utilisés franchement à mauvais escient, amener quelque chose de positif pour sensibiliser, puis montrer en fait aux gens que la politique, c'est leur. Les jeunes, vous devez comprendre que si vous vous engagez pas en politique, les autres vont le faire, ils vont décider pour vous. C'est aussi simple que ça. Mais il faut des gens qui vous représentent, donc il faut plus de jeunes, et il faut des partis qui se réforment. Donc moi, je suis le premier à dire dans mon parti, on doit être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus, ouvert à la jeunesse. Bien sûr. Et pour ça, on doit les écouter. On ne doit pas juste leur expliquer la vie, on doit les prendre avec et leur dire, vous avez envie de faire quoi? Et on doit partir de là. Donc, il faut prendre les gens avec, et surtout les jeunes, beaucoup plus que c'est fait maintenant, et utiliser les réseaux sociaux, bien sûr, pour le faire, et proposer aux gens de voter le plus tôt possible. Oui. Okay. Ça, moi aussi, je trouve très important en fait chez vous, c'est que justement, je trouve que vous avez vraiment une approche tendant vers les jeunes, car vous êtes très actif auprès de l'ISEC, auprès du Carrière Forum aussi, qui se passe le 8 avril, si jamais, à Fribourg, à Péronne. Venez, c'est super, on a un stand. C'est génial. Je trouve que c'est même votre curriculum vitae, je trouve que c'est quand même centré vers la jeunesse, car c'est, par exemple, moi, par exemple, c'est un truc que je pourrais utiliser, par exemple, pour envoyer des stages d'avocature, etc. Ça serait génial. Mais du coup, qu'est-ce qui en fait vous a motivé à vouloir un peu aider cette jeunesse qui est dans un monde assez quand même incertain, qui est un monde assez très conflictuel? Qu'est-ce qui vous a vraiment fait pousser à avoir cette conviction pour l'ISEC, pour les jeunes, pour le Carrefour? D'où vient cette flamme en vous? Déjà, j'ai des enfants. Oui. J'en ai 4. Les deux derniers ont 18 et 20 ans. Donc, à peu près votre âge. Et donc, évidemment que je vois effectivement le monde qu'on leur laisse, je dirais ça comme ça. Et je vois la difficulté aussi pour trouver un travail. C'est vraiment pas ça, même pour trouver des stages, franchement. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider, justement, que ce soit mes enfants ou les jeunes, ou tout le monde d'ailleurs, parce que le monde est de plus en plus dur. Et il est toujours plus important de mieux se vendre, en fait. Et je constate que je suis parti de ce point de départ. Bon, déjà, pour dire, le déclic, c'est, vers 50 ans, je me suis dit, bon, j'ai plus derrière que devant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite? J'ai constaté une chose, au bout de ces 50 ans de vie, c'est qu'en fait, on reçoit beaucoup plus quand on donne. Ça, c'est un message que j'aimerais vraiment faire passer. Donc, si on donne quelque chose, c'est incroyable ce qu'on reçoit.
Et c'est quelque chose que j'ai découvert un peu tardivement, parce que je pensais qu'il fallait être un winner, fallait Oui, se battre, tout ça, c'est vraiment du flan. ouais. Parce que ça produit pas d'effet à long terme, ça crée de toute façon des ambiances délétères et ça se retourne contre soi. Donc, j'ai constaté la force de la bienveillance, la force du don, la force de vouloir aider les autres. Et je me suis dit, finalement, qu'est-ce que je sais faire? Je me débrouille pas mal en vidéo. On a fait des vidéos avec justement Pierre-Olivier Nopes, le candidat qui était candidat en 2000, enfin, aux dernières élections communales à Fribourg, et que j'ai aidé justement avec une campagne vidéo et de la communication à se faire réélire. Je me suis rendu compte du pouvoir de la vidéo à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, j'arrive, pour Pierre-Olivier Nopes, à capter les éléments centraux de ce qu'il a à dire, de le répercuter à travers une vidéo, et du coup de créer un impact hyper intéressant, qui fonctionne d'ailleurs, puisqu'il a été réélu. Oui, parfait. Et d'autres entreprises sont venues après, j'ai fait la même chose. Mais je faisais ça de manière manuelle. Je me suis dit, en fait, si j'arrivais à créer une application qui fait exactement ce que je fais de manière automatique, alors je pourrais pas aider seulement 10 ou 12 personnes par mois, on pourrait avoir des centaines de personnes aidées chaque jour. Parce que chacun va télécharger son application et faire sa vidéo. En fait, ce qu'on veut faire, c'est donner le pouvoir de la vidéo à chacune et chacun, et en particulier aux jeunes. C'est pour ça que l'ISEC, les étudiants qui sortent, qui cherchent un stage, qui cherchent un travail, ils vont avoir beaucoup plus de chances. Et c'est très statistique. Si vous mettez maintenant dans votre candidature pour un stage ou un poste une vidéo, vous allez avoir un temps d'attention du recruteur 3 fois supérieur. Je veux dire, on va vous remarquer. Tout simplement parce que là, il n'y a que 1% des gens qui font une vidéo dans leur candidature. Donc si vous le faites, obligatoirement, on va vous remarquer. Et ensuite, deuxième avantage, si la personne regarde même 5 secondes de la vidéo, après 5 secondes, elle va avoir une impression de vous, elle va voir votre engagement, vous allez augmenter vos chances drastiquement d'avoir cette première interview. Donc, le pouvoir de l'application CVD, c'est de vous donner le pouvoir de la vidéo et de vous amener plus de chances de trouver un stage, un travail, etc. Et de mieux vous vendre de manière générale. Parce que si vous faites cette vidéo, la vidéo va vous obliger, l'application qu'on a créée va vous obliger à être concis, précis, to the point, pour parler en bon français, et d'être beaucoup plus puissant dans votre message. Et si vous le faites à travers les vidéos, après vous allez avoir une interview, vous allez refaire la même chose. Vous allez être beaucoup plus impactant. Et donc ça va augmenter vos chances. Et plus on aide de personnes, plus on peut créer cette espèce de cercle vertueux. Voilà, donc ça c'est la vision. On veut vraiment valoriser l'humain à travers la vidéo, et en particulier bien sûr les jeunes. C'est nickel. Est-ce que toi, tu veux faire une petite simulation bien sûr. en live de la vidéo? Pourquoi pas, comme ça, on peut vous montrer à vous aussi derrière votre écran comment en fait on peut utiliser cette application CVD qui est géniale. Vraiment créer un CV en quelques minutes seulement. On va vous montrer. Alors, top. On va regarder. Prenez un chronomètre. Du coup, là, on est parti pour la petite simulation de comment on utilise l'application CVD. Pour qu'il n'y ait pas de tricherie, pas de code, etc. On va vous montrer en live la vitesse réelle. Et c'est parti. Ok. CVD, c'est comme ça. On commence par choisir les questions auxquelles on va répondre dans la vidéo. On va en prendre 2 pour faire un test. Qui es-tu? Décrivez-vous. Ok. Là, on va voir ChatGPT qui va nous aider à créer le contenu. Donc, on donne quelques informations sur qui on est. Ensuite, on donne quelques informations sur ses passions, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ensuite, on choisit simplement le style de vidéo. Évidemment, vous êtes des juristes, alors vous allez choisir un style de vidéo plutôt classique. On a le style créatif et le style dynamique. On va choisir classique, parce qu'on est entouré de juristes. Là, on va sur ChatGPT qui va chercher les réponses aux questions. Il revient pour chacune des questions avec une réponse que je peux bien sûr modifier comme je le veux. Une fois que je suis content du script, le plus gros est fait, la vidéo est terminée, on peut partir du principe qu'elle est faite. Là maintenant, vous allez peut-être avoir un problème, pas être à l'aise à parler devant la caméra, donc on a créé un mini-cours avec un YouTuber, un jeune YouTuber britannique qui est spécialisé en talk to camera pour parler à la caméra. Donc il s'appelle Thomas Norman. Hey, this is Thomas, and in this mini course, you're going to learn how to talk to camera with confidence, so that you can deliver in an engaging and comfortable way and make the best video CV possible. Alors, bien sûr, c'est en sous-titre dans toutes les langues de l'application. Là, il parle anglais, mais c'est sous-titré. Une fois que vous êtes prêt, parce que vous avez fait sa préparation mentale, il vous donne tous les bons conseils. Quelques conseils sur l'éclairage, très important. Quelques conseils sur le background aussi, ça c'est très important. Et on vous propose de passer à l'enregistrement. Hop, c'est parti. Donc maintenant, la deuxième magie apparaît, puisque le script a été créé par ChatGPT. Ça, c'est déjà le premier problème solutionné. Deuxième problème, voilà, vous allez savoir, grâce à la forme qui est dessinée dans l'application, où vous voulez vous mettre. Et ensuite, le texte créé par ChatGPT devient évidemment un téléprompteur, comme à la télé, et je lis. Je suis un professionnel talentueux avec une solide expérience dans le domaine de la finance. Bon, je lui ai rien dit, mais il trouve toujours des trucs à me dire. Je peux refaire autant de fois que je veux si je suis content. Et ensuite, l'édition va être automatique. La seule chose qu'on permet pour éditer, c'est le début ou la fin, si vous avez commencé un peu vite ou vous avez terminé un peu. Normalement, il n'y a pas besoin. L'enregistrement s'arrête automatiquement pour ne pas voir le doigt, bien sûr. Enfin, tout est prévu pour
que vous n'ayez rien à faire et que ce soit fait extrêmement rapidement. Ensuite, on passe à la deuxième question et ainsi de suite. On peut faire 4 questions maximum. On veut des vidéos courtes, efficaces. Oui. Je suis une personne ambitieuse et dévouée qui s'efforce toujours d'atteindre l'excellence. Bon, voilà, juste pour montrer. On est content. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on n'a pas fait 2 minutes là, je pense. Même pas encore. Donc l'application maintenant commence à travailler sur l'effet zoom parce qu'on veut dynamiser, on veut une vidéo de type combini brut avec la question qui apparaît, la réponse que vous donnez derrière, des zoom in, zoom out pour donner un côté plus dynamique, mettre une musique, un logo ou pas de logo, enfin après c'est vous qui choisissez. Donc là maintenant l'application nous dit 2 à 3 minutes pour monter la vidéo automatiquement. Qui est temps total à peu près. Combien de temps vous en êtes? Même pas 3 minutes. Même pas 3 Bon, minutes. on est pas mal. Et là aussi, vous avez expliqué à la caméra, etc. Voilà, donc on enlève 1 minute. On enlève 1 minute. Allez, 1 minute. Ok, parfait. Incroyable. Voilà, donc là, on va prendre un café. En gros, c'est ce que je conseille aux gens. Vous allez prendre un café, ça vous prend 1 minute 30, 2 minutes. Et quand vous allez revenir, la vidéo sera prête. L'idée, c'est de simplifier au maximum la création de la vidéo et surtout faciliter. Voilà, c'est fait. La vidéo est prête. Donc, qu'est-ce qu'on constate maintenant? Génial. On a le nom de la personne, parce qu'il me connaît. Qui êtes-vous? Le logo, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. Je vais le mettre après. Voilà. Et vous allez voir, il y a un zoom in, zoom out toutes les 5 secondes. Voilà. Avec la musique aussi qui va La musique qui est intégrée, la question qui apparaît, la réponse derrière. Voilà. Terminé. Sympa. Et puis alors après, vous pouvez évidemment ajuster la musique, mettre le logo. Là, je l'avais désactivé, mais je peux l'activer. Changer de musique. Une fois qu'on est content, intéressant, on peut ajouter un document à sa vidéo. Le but, c'est qu'on vous voit, qu'on ait envie de vous parler, et ensuite, on va regarder ce que vous faites. Donc là, on peut ajouter le CV. CV, le de motivation. Exactement. Et ensuite, on peut télécharger la vidéo. Voilà, c'est fait sur notre serveur. Notre partenaire, c'est Infomaniac, donc il nous laisse ses serveurs. On télécharge Infomaniac. On va vous donner un lien pour pouvoir ensuite facilement partager la vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par email, enfin, de quelque manière que ce soit. Et l'application peut aussi vous générer, ça c'est un avantage quand vous allez faire votre CV, un code QR que vous allez pouvoir directement insérer dans le CV. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, vous pouvez partager la vidéo, vous voyez, hein, oui, email, ce qu'on veut, email. Là, vous pouvez prendre le lien. Voilà, il est copié. Ou alors faire le code QR dont je viens de vous parler. Et maintenant, c'est là où la magie apparaît. Okay. On va regarder dans ma galerie photo. Vous avez la vidéo qui est là. Déjà là. Et vous avez, maintenant, si vous prenez votre téléphone et vous scannez le code QR, vous allez voir. Ça va directement s'activer. Ah, voilà, exactement. Là, ça arrive gentiment. Donc, il y a directement la vidéo. Vous avez la vidéo. Puis en bas, vous avez le transcript de ce qu'on a dit. Nickel. Directement transmis aussi. Voilà. Et puis en bas, vous avez le transcript de ce que j'ai dit. Juste ici. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder. Puis là, vous avez le document. Si j'en avais chargé un, il serait là. Génial. Et puis vous pouvez partager comme vous voulez, etc. Ultra facile. Donc on a mis combien de temps? On en est où là? Même pas là, on a un terme de temps. Même pas 5 minutes, je crois. Voilà, c'est l'idée. C'est qu'en fait, entre 3 et 5 minutes, vous avez une vidéo, vous l'avez partagée, vous passez à autre chose. Oui, c'est ça. Incroyable. Donc voilà. Alors utilisez-la. Hein. C'est ça, elle est là, elle est disponible. Elle est pour vous. On a beaucoup bossé pour vous rendre service. Et je dois constater qu'en particulier chez les jeunes, tu as mentionné la ISEC et les présentations qu'on a faites à l'Uni de Fribourg, à Genève et ailleurs. On fait un petit sondage à la fin et c'est vrai que on a demandé aux gens combien d'entre vous ont fait une vidéo avant de voir CVD, environ 20%, ce qui était déjà très bien pour se présenter. Et après avoir vu CVD, j'ai 91,7, je suis précis, % des gens qui vont utiliser l'application pour faire une vidéo. Donc, on constate qu'on répond justement aux besoins des jeunes, de faire quelque chose de rapide, efficace, sans se prendre la tête et puis de passer à autre chose, et en même temps de se valoriser de manière hyper efficace avec une vidéo. Donc, c'est ça l'objectif. Génial. Top. Donc, merci pour avoir fait un petit. Bien sûr, merci à vous d'avoir fait la démonstration. J'ai adoré. C'était incroyable à voir. C'était pas mal du tout. Un plaisir. Moi aussi. Alors, du coup, justement, pour revenir un peu sur l'application CVD, du coup, qui est génial, comme vous avez pu le voir, en 5 minutes, il y a tout qui est fait. Télécharger, elle est top. Télécharger, elle est top. Justement, vous avez du coup utilisé ce lien avec ChatGPT. Ouais. Du coup, j'aimerais un peu savoir, on peut du coup peut-être revenir au droit. Comment est-ce que vous pensez l'impact de l'IA va avoir sur le droit? Quand on voit maintenant avec ChatGPT, là, il y a 4.5, il y a aussi DeepSeek en Chine, qui est révolutionnaire aussi. Il y a Claude qui est très bien. Vous connaissez Claude aussi? Oui, je connais aussi. Comme on voit cette montée en IA, est-ce que vous pensez que le métier de juriste pourrait être en danger? Ou est-ce que même le métier d'avocat pourrait être en danger? Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Bon, c'est difficile de prévoir l'avenir. Quand on voit les progrès de la technologie, franchement, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Mais enfin, bon, j'en reviens à ce que j'ai dit précédemment, l'importance de l'humain. Je veux dire, à la fin, l'IA est un moyen. Il est là pour aider l'humain. Et je pense que ça aide déjà les médecins, ça va aider les juristes aussi. C'est évident que si vous devez commencer à éplucher de la jurisprudence, à n'en plus finir, vous le faites manuellement, ça vous prend un temps fou. Si l'IA va vous aider à faire ça beaucoup plus rapidement, mais c'est très bien. Mais à la fin, on aura toujours besoin du juriste pour pouvoir présenter et convaincre, que ce soit dans la salle d'audience, ou bien pour négocier avec les clients,
ou bien faire l'intermédiaire avec les différentes parties prenantes à l'affaire. Mhm. Donc, l'humain sera là, mais il pourra se débarrasser de tâches qui sont pas obligatoirement gratifiantes, Mhm. qui lui font perdre beaucoup de temps pour se concentrer sur lequel l'humain est justement intéressant, c'est-à-dire créer le lien, convaincre, amener quelque chose d'unique. Oui. Parce qu'à la fin, là, par exemple, on est en train de se faire un podcast. Bien sûr que ce que je dis, les mots que je dis, l'IA pourrait très bien les dire à ma C'est place. ça. Et à la fin, l'humanité que je dégage et que tu dégages, le lien qu'on a créé, voilà, les moments qui sont Vous êtes passés, sociaux, quoi, oui. l'IA va jamais pouvoir le faire. Elle pourra pas aller prendre un café avec un client pour discuter C'est ça, avec lui. oui. Donc, je suis intimement convaincu que l'IA va nous aider dans beaucoup de domaines. Il y a un pendant qui me pose plus problème, c'est la capacité de l'humain à apprendre. Parce que maintenant, on a tellement cette aide. Comment est-ce qu'on va faire pour parce qu'à la fin, c'est quand même de l'effort d'apprendre les choses et de faire les choses. Aussi, de manière. Et là, il y a un vrai risque qu'on perde en qualité Oui. des choses toutes bêtes, comme par exemple la capacité à s'exprimer avec des mots complexes. Si l'IA s'exprime toujours à notre place et nous prépare les textes, nous prépare ce qu'on a à dire, on va pas être capable de le faire vraiment soi-même. Et là, il y a un vrai gros risque de dépendance et d'appauvrissement de la capacité intellectuelle et humaine. Là, il y a quand même quelque chose. Peut-être créatif aussi, peut-être, non? Alors créatif, on a trouvé des outils qui aident la création. Je veux dire, on a déjà Photoshop et plein d'autres choses qui sont très utiles pour la création. Donc moi, ça me pose moins de problème. Ça permettra peut-être à plus de gens d'avoir envie de faire de la création. Je trouve ça plutôt positif. Et à la fin, bon, je me suis amusé aussi à faire des choses par l'IA. C'est marrant. Oui, c'est pas quand même. Mais on n'a pas évidemment la même relation qu'avec une peinture qui a été créée par un être humain dans un musée. Donc franchement, on est encore loin du compte. Mais ça peut donner envie aux gens de faire. Moi, je le vois toujours ces choses de manière plutôt positive. Mais il faut quand même voir les risques d'appauvrissement intellectuel et culturel. D'accord. Il y a aussi un risque de domination des systèmes par certains à partir du moment où ils contrôlent cette intelligence artificielle. Là, c'est vraiment un très gros risque. Pas étonnant que Monsieur Trump veut mettre le paquet sur l'intelligence artificielle pour que les Américains soient en avant. Et les Chinois font la même chose. Donc, on comprend bien que c'est un outil de domination massif, comme l'est Internet et d'autres innovations. Donc, il faut être très attentif à ça. Et il faut une diversité. Ça, c'est le seul moyen. C'est une diversité pour assurer justement un équilibre, et éviter qu'il y ait une monopolisation et certains qui veulent absolument nous accaparer à travers ces instruments. Ça, je suis d'accord, c'est vrai. Surtout par rapport à l'autorisation, ça m'intriguait parce que je crois à l'université, pour un peu revenir aussi du côté droit, on a beaucoup de cours, droit fiscal, droit international, exactement, droit fiscal, pardon, droit international, droit des obligations, etc. Vous parlez justement là d'oration, de prise de parole. Est-ce que vous pensez peut-être que, par rapport justement à la vision du droit qu'on disait qu'il était un peu trop rigide, est-ce que vous pensez qu'on devrait peut-être plus se développer vers une vision du droit où on a des cours d'oration, on a des cours de prise de parole ou des cours de débat obligatoires? Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée? Alors ça, c'est un point, pas seulement dans le droit, dans n'importe quelle université, parce qu'à la fin, dans la vie, quoi que vous fassiez comme métier, même si vous êtes cuisinier, plombier, peu importe, vous allez entrer en relation avec des clients, vous allez devoir convaincre un patron de vous embaucher, vous allez obligatoirement entrer en interaction humaine, et il est important d'être convaincant. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est utile dans tous les métiers, quel que soit son background. Exactement. Et oui, dans le droit bien sûr aussi, évidemment. Surtout. Et je trouve effectivement qu'on reste très scolaire et qu'on apprend ça trop tardivement, alors que dans les sociétés anglo-saxonnes, j'étais en Australie en poste précédemment, j'étais aussi aux États-Unis à New York, et je dois constater mes enfants allaient à l'école, et tout petits, ils apprenaient aux enfants à se lever, ils leur donnaient des techniques pour comment on s'exprime clairement, de manière concise, efficace, comment on gère le stress qui va aussi avec la prise de parole. Et je trouve que ça, c'est des atouts remarquables et il faut qu'on fasse beaucoup plus là-dessus. Moi, j'ai appris trop tardivement, j'ai fait du théâtre, donc ça m'a aidé, mais j'ai appris trop tardivement et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument développer, pas seulement à Miséricorde à la fac de droit, dans à l'ensemble des facultés et de manière générale, tout petit, déjà. Je suis d'accord avec vous. Apprendre à prendre la parole parce que c'est aussi la capacité à prendre la parole pour défendre ses convictions. On revient à la politique. Et c'est aussi peut-être à travers ça qu'on aura peut-être plus de jeunes qui ont envie de s'exprimer, d'aller défendre leurs idées à travers la politique. Donc on peut créer là aussi à travers ça, je pense, quelque chose d'intéressant. C'est pas non plus un hasard qu'on pousse pas tellement ce genre de choses parce que, désolé, on a quand même la volonté, la société est faite pour organiser les gens et les mettre dans des cases quand même. C'est ce qui permet d'avoir une société qui fonctionne pas mal, mais ça peut être aussi sclérosant. Et je pense que ce genre de choses pourrait permettre de casser un peu ces cloisons et de permettre aux gens de faire d'autres choses et de se développer personnellement de manière plus efficace. Ok, très bien. Ok. Peut-être pour conclure gentiment, est-ce que vous avez aussi, je veux savoir, une ou deux anecdotes un peu, parce que vous avez fait du coup pas mal de parcours en diplomatie, entrepreneuriat. Est-ce que c'est un peu des histoires ou des choses qui sont un peu étranges qui sont arrivées ou un peu surprenantes lors de votre parcours, par exemple en diplomatie? Je sais que vous êtes actuellement là, vous résidez à Canberra, vous allez aussi à New York, Jakarta, il me semble aussi. Oui, exactement. Exactement, genre même à Genève aussi, aux Nations Unies, et beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose de, je trouve la diplomatie en fait, beaucoup de gens, en tout cas personnellement, ils ont une vision du
d'une personne qui va négocier. Alors, pour moi, le diplomate, c'est vous représentez un pays, vous êtes aussi, justement, quelqu'un à l'écoute, qui communique, peut-être aussi qui va influencer de certaine manière l'opinion, etc. Est-ce que vous avez un peu des histoires à raconter par rapport à ça? Bon, alors bien sûr, les choses sont confidentielles. Oui, donc je peux bien pas sûr, trop oui, c'est raconter, vrai. mais je vais plutôt utiliser ce que j'ai pu voir dans ma carrière diplomatique, qui s'attache pas seulement à la diplomatie, mais à toutes sortes de professions, et d'ailleurs dans la vie en général. D'ailleurs, l'entrepreneuriat aussi, c'est beaucoup de gens n'osent pas quelque chose parce qu'ils disent c'est trop difficile, c'est pas possible, c'est compliqué. Je pense à des résolutions qu'on a réussi à faire passer alors qu'on pensait que c'était impossible, ou des déclarations communes qu'on a fait signer par plusieurs États et on s'était dit on arrivera peut-être à 30 si on a de la chance. Résultat, on était presque 60 États qui co-sponsorisaient. Donc, en fait, que ce soit dans la diplomatie ou ailleurs, j'invite les gens à pas se mettre de limites. Alors, ça veut pas dire de limites sociales, évidemment qu'il y a des limites sociales, mais je veux dire, ne pas se mettre de limites personnelles en pensant que oui, ça serait trop compliqué. Il faut essayer d'oser faire les choses et c'est impressionnant ce qu'on arrive à réussir, tout simplement parce qu'on n'a pas peur de l'échec. Peur d'essayer. Ouais, et en fait, l'échec, de toute façon, l'échec, alors là. Peur de l'essai aussi, des fois, oui. Mais alors, je dirais que la réussite, ça n'existe pas. La réussite, si on ose appeler ça comme ça, c'est un certain nombre d'échecs moins un. Ça, c'est vraiment mon expérience de vie, que ce soit pour la diplomatie, pour mon métier, quel que soit, et mon entrepreneuriat en particulier. Donc, vraiment, il faut oser et pas se mettre de barrière mentale. Et plus on échoue, plus on se rapproche du succès. Donc, il faut y aller, quoi. Et il vaut mieux échouer le plus vite possible, c'est mieux. Et on apprend toujours. D'accord avec vous. Donc, mais au-delà de ça, peut-être une anecdote liée à la création de l'entreprise. Okay, oui. J'en reviens à ce que j'ai dit à un moment. Il est important de donner aux autres. Après 50 ans, je me suis dit, je dois vraiment donner aux autres. Et je me rends compte qu'en soi, on reçoit beaucoup plus. Et en fait, en donnant aux autres, c'est ce qui s'est passé pour l'application. J'ai donné un coup de main à Pierre-Olivier Nobs pour sa carrière, pour sa campagne en ville de Fribourg. Il a réussi à être réélu. Et finalement, ça m'a des personnes, des entreprises sont venues me voir après pour que je fasse des vidéos pour eux. Donc, il m'a mis le pied à l'étrier en l'aidant, comme ça, parce que c'est un ami, j'ai voulu l'aider gracieusement. Et ben voilà, des gens sont venus me voir, ils m'ont carrément payé pour pouvoir faire des vidéos, c'est incroyable. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire, parce que j'interviewais les gens, je me disais, mais on pourrait automatiser tout le processus, ce qu'on a fait à travers l'application, et c'est grâce, en fait, de fil en aiguille, un peu. Parce que j'ai donné de mon temps, de ma personne à quelqu'un que j'avais envie d'aider, et ben finalement, ça m'a été rendu au centuple. Donc c'est vraiment vrai quand on vous dit, donnez, il vous sera rendu au centuple. Et ben mon expérience de vie, c'est que c'est vrai. Donc j'invite à plus de bienveillance, plus de dons de soi, et aussi ce que vous faites là maintenant avec votre podcast. Vous prenez de votre temps pour faire ça, vous n'allez pas être payé pour ça, et vous allez essayer de partager des choses avec d'autres, et donc de transmettre, c'est ça. Et je trouve que c'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire. Donc bravo pour votre exemple. Merci à vous en tout cas. Ok, du coup c'est un peu une philosophie on dit oui à la vie. Il y a une nouvelle opportunité, on dit oui. Sûr. Pourquoi pas en fait. Je trouve que les gens justement en fait ils aiment bien rester un peu dans leur confort parce que ça fait peur. Mais moi actuellement faire une association c'est en dehors de mon temps, c'est en dehors de ce que je fais de manière habituelle et du coup ça fait un peu peur, c'est un peu cette peur de l'inconnu. Et du coup vous ce que je pense, c'est vraiment à transmettre, c'est vraiment de dire oui à des nouvelles choses, ou à de nouvelles rencontres, ou à de nouvelles expériences et après de ça, de fil en aiguille, on peut créer quelque chose en sortant justement de sa zone de confort. Donc ça c'est un peu peut-être le message que ça va faire passer. Exactement. Et ce que vous avez dit, c'est fou, c'est exactement ça. Et je l'ai dit souvent. Il faut dire oui à la vie. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est Nietzsche, hein. Oui, Nietzsche a dit, c'est un peu Nietzsche, le grand oui à la vie. Je suis d'accord. C'est ça. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour oser. Oui, donc, et maintenant, je suis plus vieux, mais il faut le faire plus jeune. Donc, commencez plus jeune. C'est mon conseil. Ok, très bon conseil, ça se fait du tout. Merci à vous, vraiment. Merci à vous. Peut-être pour finir, attends, j'ai déjà une petite question. Justement, peut-être un conseil pour les jeunes qui essaient justement peut-être de se démarquer dans ce monde un peu assez complexe ou c'est très concurrentiel. Qu'est-ce qu'ils pourraient, je sais pas, appliquer un peu dans leur routine, une sorte d'habitude à intégrer ou une philosophie de vie, intégrer dans leur vie pour peut-être un peu qu'ils arrivent mieux à se trouver ou peut-être qu'ils arrivent à vraiment atteindre mieux leur objectif? Deux choses. Okay. Première, c'est la méditation. Ça paraît un peu bizarre, mais on vit dans un monde où on est envahi d'informations, tout va très vite, etc. Oui. Donc, je dirais vraiment 15 minutes, pas plus, de méditation. Il s'agit pas de faire un truc bien compliqué. On s'assied, et je vous jure que c'est super dur, parce qu'on passe notre temps à courir. On s'assied là, 15 minutes, et on fait rien. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre de relaisser descendre déjà l'impression, ce qui est pas mal. Deuxièmement, ça va, tout d'un coup, vous allez avoir comme une espèce de clarté sur ce que vous aimez, ce que vous avez aimé, pas aimé dans la journée. Et ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez dans la vie. Donc, au quotidien et dans la vie en général. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est vraiment méditer. Prenez le temps. Et ça vous permet de prendre une forme de distance avec votre environnement et d'être plus autocritique sur ce qui se passe. On va moins vous la faire si vous méditez, je vais vous le dire comme ça. Et puis, deuxièmement, je l'ai déjà mentionné, mais suivez votre cœur. Finalement, c'est ce que j'ai dit partout. Par rapport à l'humain. Si vous devez choisir une carrière, si vous devez choisir une voie, vous devez
vraiment, ça revient à la méditation aussi, être à l'écoute quand je fais cette activité, quand je suis ces études. Est-ce que globalement, je regarde un signe très concret? Est-ce que je regarde pas ma montre? Est-ce que je vois pas le temps qui passe? Oui. Si vous voyez pas le temps qui passe, Ça va bien le voir. alors ça, c'est que vous avez touché vraiment du doigt ce qui vous plaît. Si vous êtes tout le temps en train de regarder la montre et que vous êtes pas bien, vous devez changer. Et puis, il vaut mieux tôt que tard. Donc voilà, c'est important d'être aligné parce que moi, j'ai 29 ans de carrière. Si j'avais pas été aligné dans ce que je faisais, je sais que ça aurait été une très grande souffrance. Et bien sûr, on choisit pas toujours, c'est pas facile. Mais on peut quand même trouver, quelles que soient ses conditions professionnelles ou sociales, on peut quand même toujours encore trouver des autres voies. Ça, c'est possible. Non, pour rebondir sur vos deux débuts, je serais vraiment génial. Tout d'abord, je suis l'imitation. Pour moi, c'est un peu aussi, je trouve dans le stade actuel, on a un peu cette peur de l'ennui. On a toujours été distrait tout le temps, toujours être stimulé tout le temps. Et en fait, c'est ce qui mène, en fait, c'est ce qui nous prône à toujours être distrait, à toujours être à 1000 à l'heure. Et justement, je trouve ce moment de calme où on prend 15 minutes tous les matins ou tous les soirs, ou vraiment de s'ennuyer, juste rien faire, pas être sur le téléphone. Ce qui, en fait, nous permet de même aussi plus apprécier la vie, apprécier aussi le moment de stimulation et pas justement toujours chercher cette surstimulation quotidienne. Après ça, évidemment, c'est lié aux réseaux sociaux, au divertissement. On est totalement d'accord avec vous. Exactement. Pour moi, en fait, ça revient, vous parlez justement de par rapport au temps passé. Pour moi aussi, en fait, c'est aussi lié à l'Ikagi, vous savez, où genre, il faut trouver justement le bon mix de ce qui est bon, ce qui est utile à la société, ce qui nous rémunère aussi un minimum, évidemment, et aussi ce qui est utile. Et pour moi, justement, quand on parlait de cœur, ça me fait justement penser à un peu ce schéma, je sais pas comment on l'appelle, cette dystomie, où vraiment on trouve en fait quelque chose qui nous plaît et on l'a fait et on s'est dit, oh mon Dieu, je suis payé pour faire ça alors que je l'aurais fait gratuitement. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est un peu mon but de trouver un travail. Je me dis, je le fais. En plus, je suis payé, mais genre, je l'aurais fait gratuitement. C'est un bonus, quoi. Mais du coup, ça retourne un peu à ce que je dis. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est génial. Très bon point, ça. Si vous étiez prêt à faire ça gratuitement, c'est que vous êtes sur la bonne Exactement, c'est ça que je disais. Bravo, bien vu. Merci. Ah, mais ça prouve que, vous voyez, ça fait plaisir de discuter avec vous. Oui. Bon, je discute souvent avec des gens, parce que je me sens toujours jeune dans ma tête. Oui. J'adore. Et enfin, avec toi, parce qu'on se tutoie, mais je parlais vous, l'équipe. Ça me fait plaisir de discuter avec toi parce que je me rends compte qu'en fait, je terminerai peut-être avec cette citation. Et vous me faites penser que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre des vieux pour faire des choses bien. On peut faire ça super jeune et c'est ce que tu fais avec le podcast et ta façon de voir les choses. Donc, aux auditeurs et aux personnes qui nous regardent, suivez l'exemple. Vous êtes vraiment. C'est gentil, merci beaucoup. Bravo. Et je vais vous interviewer aussi. On va faire un CVD. Ça me va. Donc, avec le même format que l'application. Pour faire un petit film pour mettre en exergue cette mission que tu as à travers le podcast, c'est ce que tu viens de dire. J'apprécie en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à toi, Liane. Plaisir. Merci à vous.